Allô? Donc, je pense que vous le savez parce que vous avez cliqué sur une vidéo qui s'appelle quelque chose comme planification du Sentier international des Appalaches, le SIA. Mais en gros, le SIA, c'est la plus longue randonnée au Québec, dans le fond, qui traverse la Gaspésie sur 650 km, qui part de Matapédia, dans la baie des Chaleurs, qui remonte la vallée de la Matapédia, puis après on traverse les Chic-Chocs vers l'est. Puis une fois qu'on a traversé les Chic-Chocs, on continue vers le nord et on atteint le fleuve à cet endroit-là. Et on va marcher sur la côte jusqu'à la pointe de Forion, jusqu'au bout du monde, le Cap Gaspé. Donc ça représente 650 km. La plupart des gens le font dans, grosso modo, un mois. Donc moi, ça, je l'ai fait cet été. D'accord? Donc je l'ai vécu. Puis là, comme vous pouvez voir, c'est rendu l'hiver. Puis souvent, moi, quand c'est l'hiver, pour moi, ma saison de backpacking est essentiellement terminée. Puis je réfléchis au futur. Je pense au futur, je me planifie pour le futur. Donc, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui se disent, l'an prochain, j'aimerais ça faire le SIA. Donc, je vais utiliser cette vidéo-là comme une opportunité pour partager toute l'expérience que j'ai vécue quand je me suis planifié, les ressources que j'ai utilisées, les documents que j'ai appris à découvrir, voire même peut-être les quelques détails que j'aurais changés dans ma planification. Donc, pour moi, c'est une autre occasion de redonner à la communauté puis de dire, voici comment je me suis planifié. Je l'ai vu au printemps passé sur les réseaux sociaux. Les gens sont anxieux, les gens, ils savent pas trop exactement dans quel ordre les choses doivent se passer. Les gens obsèdent sur des détails qui sont pas importants, puis ils insistent sur des détails qui sont moins importants, des choses comme ça. Donc, voilà, je vais partager mon expérience, évidemment. Ça veut pas dire que tout le monde devrait planifier de la même façon. Ça serait ridicule de dire ça. Même, moi, je me connais, puis je sais que j'ai des petits côtés anxieux, puis surtout, j'adore ça, planifier. J'ai quasiment autant de fun à planifier une longue randonnée qu'à la faire. Donc, j'ai beaucoup planifié. Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'atteindre ce niveau-là de planification. Fait que je tenais à vous le dire, là, si vous trouvez que je suis intense dans les moments qui suivent dans la vidéo, là, dites-vous que c'est juste moi, OK? C'est moi qui est comme ça. Puis, si vous êtes aussi planificateur que moi, profitez-en. Fait que, voilà. Puis là, pour planifier, c'est le fun d'être dehors, mais pour planifier, c'est un peu difficile. Donc, on se retrouve chez moi. Puis, je vais vous montrer ça. Première étape, si je veux planifier une longue rando, j'essaie de trouver un site web avec les informations. Donc, disons, là, j'essaie Sentier international des Appalaches, merveilleux. Sont ici, SIA Québec, il y a un site web. Il y a beaucoup d'informations sur le site web qui, selon moi, il y a des choses importantes qui sont cachées puis des choses moins importantes qui sont mises de l'avant. C'est une des raisons pourquoi je fais la vidéo. Mais on peut probablement commencer en regardant ici la section le SIA Québec où on vous présente les 7 sections sur lesquelles on va marcher. Dans les faits, chacune de ces sections-là fait à peu près une longue rando normale au Québec. Fait que je pense que ça vaut la peine de les lire juste pour apprendre, mettons, c'est quoi les enjeux puis c'est quoi les particularités de la section. D'accord? Par contre, il n'y a aucun détail technique, là. Il n'y a aucune information sur c'est quoi le dénivelé, c'est quoi les distances, c'est quoi les hébergements, comment qu'on réserve, etc. Donc, c'est pas vraiment avec ça qu'on peut se planifier. Ça aide à savoir ce qu'on va faire, mais c'est pas avec ça qu'on va se planifier. Donc, selon moi, là, le bout le plus important, c'est ici, dans planification, tableau des distances. Puis ici, il y a des documents qui sont présentés. Il y en a certains qui sont très désuets. Il y en a qui sont plus ou moins pertinents, mais selon moi, il y en a 2 qui sont vraiment utiles puis que j'ai beaucoup utilisés. Fait que premièrement, l'organigramme, ici, je l'ai énormément utilisé. Puis j'en parle dans mes vidéos, là. Donc, c'est juste un espèce de tableau comme ça où on voit avec des pastilles de couleurs la distance entre chacun des hébergements puis leurs difficultés relatives. C'est pas 100% à jour, fait qu'il manque quelques abris, mais ça aide vraiment beaucoup à estimer aussi la difficulté relative. On voit ici que réserve phonique, ça risque d'être plus difficile que Haute-Gaspésie, par exemple. Fait que moi, j'ai énormément utilisé ça pour aider à estimer mes journées. Par contre, si je zoome ici, là, puis ils disent qu'ici, c'est 17 minutes du kilomètre, puis ici, c'est 15 minutes du kilomètre, honnêtement, je sais pas ces chiffres-là, ils viennent de où. Je me fierais pas à ça, mais les couleurs, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Dans les faits, je pense qu'il y a juste comme 2 ou 3 sections, quand les marchands, je me disais, la couleur du tableau était pas exacte. Fait que c'est une excellente ressource. Mais honnêtement, la ressource idéale, c'est celle de Michel Auger. En fait, tout ce que Michel Auger a produit pour les SIA, c'est essentiel pour se planifier. Puis, il est même pas officiellement engagé par les SIA, c'est juste un bénévole, c'est un tripeux, il adore les SIA. Puis, il a fait des outils incroyables. Sans quoi, je pense que se préparer pour les SIA, ça serait vraiment difficile. Voyez-vous ici, dernière mise à jour en 2023,
C'est pas vrai pantoute. Il y a eu une mise à jour, je pense, il y a 4 jours. On est en décembre 2025. Donc, il tient ça à jour. Moi, après mon SIA, j'y ai écrit pour lui dire voici des trucs qui ont changé par rapport à ton guide. Puis là, tu sais, il l'a mis à jour. Fait que c'est pas vrai ça ici. Là. C'est vraiment la ressource la plus pertinente, la plus à jour. Fait qu'on clique, on va dans son drive. Puis, ici, on trouve le guide Topo Plus qui est le document qu'on veut avoir. OK? Bon. Donc là, moi, ici, j'ai la version du 9 décembre 2025 que je vais télécharger puis que je vais ouvrir. Puis, on va regarder ça ensemble parce que c'est un document qui est costaud puis il peut être difficile à naviguer au début. Mais je vais au moins vous donner un petit peu les bases pour que vous puissiez l'utiliser puis naviguer dans le document. Donc là, j'ai ouvert le guide Topo Plus. Hein, vous voyez, quand je disais que c'était costaud, là, 566 pages. Mais il y a beaucoup de stock là-dedans qui n'est pas nécessaire pour planifier la longue rando. C'est de l'information supplémentaire, là, comme de la toponymie, de la faune, de la flore, des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est carte topographique. Puis là, on a l'ensemble du SIA qui est ici. D'accord? Donc, si je prends n'importe quel endroit, par exemple, bon, le lac Beaulieu, par exemple. Donc, sur les cartes, il y a plein de symboles, il y a plein de liens, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des explications, là, mais la base, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque carte, on a ici une courbe de dénivelé qui nous indique le dénivelé quand on marche. C'est vraiment pertinent. Et on a ici, encadré en rouge, on a les balises SIA. Ah ben regarde, par hasard, je suis tombé sur la balise 400. Donc ça, les balises, ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'il y en a 650, mais elles représentent à peu près 1 kilomètre. Des fois, c'est plus proche, des fois, c'est égal, des fois, c'est plus loin. Donc, pour se planifier, ça peut être difficile parce que si dans les faits, on marche une section où les kilomètres sont très distancés, on peut avoir une plus longue journée que ce qu'on pensait. Donc, moi, dans les faits, j'utilisais pas les balises, j'utilisais ce que Michel met ici, là, donc c'est-à-dire les points noirs, là, kilomètre 2, kilomètre 3, kilomètre 4. C'est pour cette section-là, là, évidemment. Là. Mais ça, c'est les vrais kilomètres. Donc, c'est ça que j'utilisais. Puis, une information qui est majeure à chaque fois, c'est quand on arrive à un abri camping. Ici, on peut cliquer, ça nous amène sur un tableau. Puis ici, on a dans le tableau tous les abris et les campings, incluant les officiels du SIA, mais aussi des privés qu'on pourrait croiser avec toutes les informations. Okay, sur s'il y a un poêle à bois, y a-t-il des lits, y a-t-il des matelas, y a-t-il de l'eau potable, etc. Puis, ben, si je veux revenir où j'étais au lac Beaulieu, je clique sur la flèche bleue comme ça me ramène où j'étais. Mettons qu'on descend plus bas à un endroit où il y aurait des services, par exemple, au lac Cascapédia, ici. Donc, si on arrive à un endroit où il y aura des services, autant un village que, ben ici, c'est un camping aménagé de la CEPAC, ben, semi-aménagé. Si je clique ici sur le lac Cascapédia, ah non, ok, ça c'est l'hébergement. Non. Donc, disons, on descend vraiment plus bas, puis à la place, on va, ici en haut de Gaspésie, mettons, on va à Mont-Saint-Pierre. Donc, à Mont-Saint-Pierre, qui est ici. Quand on arrive proche, ben donc, c'est ça, dans la réserve faunique, dans le parc national de la Gaspésie, il y a moins de services, évidemment, là. Mais mettons qu'on est sur la côte, ici, il y a vraiment, vraiment beaucoup plus de services. Puis là, tu sais, il y a plein de symboles, là. Il y a un bureau de poste, il y a une épicerie. Mais voyez-vous ici, Mont-Saint-Pierre, puis S, ici, S, c'est pour les services. Fait que si je clique là-dessus, ça m'amène sur un autre tableau qui me dit, dans ce village-là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme service. Il faut évidemment vérifier. Moi, j'ai tout validé, j'ai trouvé des choses qui étaient ouvertes. Tu sais, comme par exemple, mettons la cantine Sandy's ici. C'était ouvert quand je passais, mais je passais une journée qui c'était fermé. Fait que ça, bah, c'est dur à tenir en compte qu'on planifie de chez soi. Là. Mais ça, c'est vraiment utile pour savoir potentiellement ce qu'on peut croiser et qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc ça, selon moi, c'est les trucs les plus importants pour se planifier dans le guide topo. Un autre document, une autre ressource, en fait, qui a été faite par Michel Auger. On peut soit trouver, là, il y a un lien au début du guide topo, mais sinon, si on vient ici, là, dans son Google Drive, là, liste des liens SIA Québec, là, si on ouvre ça, voyez-vous ici, planification et ravitaillement SIA. Ça, c'est vraiment un autre dossier qui est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Puis, en gros, c'est un fichier Excel gigantesque, encore une fois, avec plein d'informations. Puis, ben, il y a un lisez-moi qui est important, puis aussi même les consignes sont importantes. Mais en gros, on peut le télécharger comme ça. Là. Puis, en fait, c'est ça. Moi, j'ai pas Excel sur mon ordinateur, fait que ça ouvre automatiquement dans Google Drive. Attention, on peut fermer ça. Je sais que j'ai presque plus d'espace. Puis, malheureusement, ça fait qu'il y a certains liens qui sont brisés par la force des choses. Mais il y a des fonctionnalités qui sont tellement avancées. Moi, j'ai vraiment pas tout utilisé. Donc, moi, ça m'a pas dérangé que certains
certaines fonctionnalités brisent quand je les ouvre comme ça dans Google Docs, puis j'ai trouvé ça plus pratique de l'avoir comme ça. Google Drive. Je trouve ça plus pratique comme ça. Vous, si vous avez Excel, ça marche. Puis il y a même un format aussi OpenOffice, c'est ça que vous utilisez. Peu importe. Ça, c'est un document. On n'est pas tout à fait rendu à l'utiliser, là. D'accord? Mais je sais pas si vous voyez en bas la quantité phénoménale d'onglets qu'il y a. Moi, j'ai pas tout utilisé. Mais en gros, ici, on a une table des matières. On a des consignes qui sont vraiment importantes. Puis, bon, ça c'est pas nécessaire. Et on a ici un méga tableau, en gros, où on va être capable de venir marquer où est-ce qu'on finit chacune de nos journées. Ça va nous indiquer les dates, hein, où on va être rendu à chaque endroit. Ça, c'est vraiment utile, là, savoir que le jour, mettons, 18, c'est le 20 août, puis le 20 août, c'est un vendredi. Ça, c'est vraiment utile pour se planifier. Puis il y a des distances ici. Moi, ce qui me fascine, c'est que les distances sont toutes légèrement différentes par rapport au guide topo, qui sont différentes par rapport à l'organigramme. Fait qu'il faut comprendre, hein, qu'il y a un certain flou, là, clairement. Là, quand on mesure des distances dans le bois, ça sera jamais parfait. Mais bref. Puis, ben évidemment, je ne peux pas écrire parce que je suis dans le fichier à Michel, là, mais mettons que je m'écris une copie comme ça. Dans mon drive à moi, présumément. Attends, dans mon drive ici. Je fais une copie. Ben là, mettons que je sais que je pars je dis n'importe quoi, là, mais je sais que je pars ça c'est beau, Michel, j'ai compris. Fait que mettons que je dis que je pars en 2026, puis je veux partir le 10 août. Je dis n'importe quoi. On va continuer d'éditer. Dans le fond, ils viennent me dire, ça se peut qu'il y a des choses qui brisent, puis effectivement, il y a des choses qui sont brisées dans les liens, mais on peut quand même parfaitement se planifier. Puis l'idée, là, c'est qu'on marque ici nos couchers. Donc, si par exemple, la première nuit, je sais que je vais dormir à l'Agacé, ben, je vais dire ici, ça c'est ma première nuit. Là, ça va incrémenter mes journées comme ça. Puis après ça, c'est ma deuxième nuit. Je sais que je veux dormir à Sainte-Marguerite. Bon, c'est réaliste, ça, c'est trop loin. Mais bref, on peut marquer comme ça nos pauses. Bref, sans trop rentrer dans les détails, là, ça dépasse un peu mon objectif ici. Là, c'est vraiment un outil pratique. Moi, j'ai croisé des gens sur la trail qui avaient essentiellement ça, mais imprimé. C'était avec ça qui savaient leur journée et leur itinéraire. Moi, c'est pas comme ça que j'ai fait, mais ça fonctionnerait aussi. Puis, même si ça t'indique l'horaire du bureau de poste, est-ce qu'il y a un restaurant, est-ce qu'il y a de l'électricité, c'est vraiment, vraiment super. Puis, je l'ai aussi beaucoup utilisé pour planifier mes ravitaillements. OK, mais ça, je vais en parler tantôt. Et finalement, la dernière ressource que je veux vous présenter, qui est une communauté, en fait, c'est ici le groupe Facebook Sentier international des Appalaches Québec. D'accord? Ça, et encore une fois, c'est administré par Michel Auger. Mais ça, il y a plusieurs groupes Facebook là, du SIA, puis il y a une page officielle, tout ça, mais ça, selon moi, c'est la meilleure communauté. C'est là que j'ai été actif cet été. Il y a plusieurs personnes qui ont été actives pendant qu'ils étaient sur le sentier. Au printemps, il y a beaucoup d'actions quand les gens se planifient puis qui posent des questions puis qui veulent avoir les commentaires ou les conseils plutôt des personnes des années précédentes. Donc, je pense que c'est une autre ressource là, si vous êtes sur Facebook pour le SIA. Et finalement, mais ça, c'est vraiment pas tout pour le SIA au complet, mais spécifiquement pour la section Parc national de la Gaspésie. Mais en fait, si on va sur le Parc national de la Gaspésie, de la Gaspésie, il est là. Si on va sur le site de la CEPAC, le Parc national de la Gaspésie, eux, ils offrent en fait une longue randonnée qui traverse le parc, qui est la même longue randonnée que le SIA fait. Donc, eux, ils ont des clients qui font pas le SIA au complet, mais qui font une section du SIA. Fait que ça peut être vraiment pratique, en fait, d'avoir leur guide de longue randonnée. Donc, ben là, évidemment, on est de l'hiver, là, mais si on regarde en section d'été, longue randonnée pédestre, donc, il en parle ici, mais il y a un PDF ici qui est vraiment pratique, qui est leur guide de préparation. D'accord? Fait qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'informations spécifiquement pour la section Parc national de la Gaspésie. Mais comme souvent, c'est la section qui est la plus complexe pour différentes raisons, ben c'est le fun d'avoir eux exactement ce qu'ils disent aux gens. Bon, évidemment, il y a des trucs qui sont très, très, très de base parce qu'il y a des gens qui vont être débutants quand ils vont faire ça. Le SIA, typiquement, ça s'adresse à des gens qui sont un peu plus expérimentés. Mais quand même, moi, j'ai trouvé l'information utile dans ce document-là. Fait que je voulais le mentionner. Puis souvent, comme les sites de la CEPAC sont pas hyper bien faits, ou sont pas très clairs, donc le guide, là, il se trouve ici, là, dans le guide de préparation, longue randonnée pédestre. OK. Fait que là, maintenant qu'on a toutes ces ressources-là, qu'est-ce qu'on fait? Si moi, je faisais une randonnée juste d'une semaine, par exemple, je me dirais, ben là, je suis rendu à planifier parce que j'ai mes ressources, puis j'ai compris, puis je sais ce qui se passe. Par contre, les SIA, c'est long, c'est complexe. Il y a différentes sections avec des modalités différentes. Ça peut être difficile d'estimer
la difficulté ou certains enjeux, ou il y a des choses qui sont différentes par rapport à ce que j'avais fait avant, par exemple le ravitaillement, comment on gère ça, puis tout ça. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, là ça prend du temps, mais moi j'aime ça faire ça, fait que j'ai aimé le faire, ça a été d'aller voir des vidéos, des vlogs de personnes qui l'ont fait avant. Okay, donc je vais vous en présenter quelques-uns, là, ceux qui m'ont le plus aidé. Donc là, je viens d'ouvrir les différentes chaînes YouTube qui m'ont été utiles, les différentes vidéos que j'ai regardées pour me planifier, puis aussi même avant de me planifier. Dans le sens que la première utilité que ça a eu pour moi, ces vidéos-là, c'était par osmose, j'ai assimilé c'était quoi le SIA, c'était quoi les étapes, de quoi ça a de l'air la vallée d'Amatapédia, de quoi ça a de l'air la réserve phonique, de quoi ça a de l'air la Haute-Gaspésie, d'une façon qui aurait été beaucoup plus difficile à faire juste en lisant le guide topo. Ça me permettait de visualiser de quoi le sentier avait de l'air, de quoi les abris avaient de l'air, c'était quoi le genre de service auquel les gens avaient accès. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment utile. Puis l'autre utilité pour moi, c'était pendant que je me planifiais, puis ça, je vais y revenir tantôt, je pouvais valider ce que j'avais planifié avec ce que ces gens-là avaient fait. Puis ça me permettait de comparer et de me dire, OK, c'est réaliste ou irréaliste, c'est bon. Ça me permettait de me valider comme ça. Ben, évidemment, j'ai fait des erreurs, là, mais ça m'a beaucoup aidé. Par contre, ce qu'il faut savoir, hein, à chaque fois qu'on fait de la longue rando, ça existe sur un spectre, puis il y a des gens qui veulent faire beaucoup de rando. Fait que peu de temps au campement, marcher des longues journées rapidement, avancer, plus minimaliste, plus sportif. Puis il y a des gens de l'autre côté du spectre qui veulent prendre leur temps, ils veulent profiter de la nature, ils veulent prendre des longues pauses, ils veulent pas se presser le matin. Puis ben, les deux sont corrects, mais il faut le savoir quand on regarde les vidéos des gens, dans quel mode ils étaient pour pouvoir s'ajuster. Donc, la première chaîne que je vous montre, c'est De Sommet en Sommet, qui est, ben, probablement que c'est tombé sur mes vidéos, vous avez vu ces vidéos. Mais moi, il m'a énormément aidé, ce gars-là, PY, là. Puis, dans le fond, il était dans le même beat que moi, c'est-à-dire qu'il voulait être sportif, rapide. Il l'a fait essentiellement dans le même nombre de journées que moi. Donc, lui, ses vidéos, puis je pense que c'est le premier à l'avoir fait, là, un vlog complet du SIA. Ça m'a été énormément utile. Par contre, le bémol, ça fait 7 ans. OK, donc il y a des modalités qui ont changé. Notamment, dans son temps, c'était beaucoup plus flexible, les abris. Okay, il y avait très peu de réservations à faire. Puis, ben, il y a des abris qui n'existent plus maintenant, ou vice-versa, des choses comme ça. Mais en général, là, moi, ça m'a été d'une grande aide. Sinon, l'autre personne qui a fait un vlog complet du SIA qui m'a beaucoup aidé, c'est la petite marcheuse. Donc, mais elle, c'était plus relax, son affaire, là. Elle faisait des petites journées, puis elle a pris des journées de pause, des choses comme ça. Ce qui est bien correct, c'est juste que moi, ça m'a pas vraiment aidé à me planifier mes journées à moi, mais ça m'a vraiment aidé à voir de quoi le sentier a de l'air. Parce qu'elle, c'est beaucoup plus récent, là, elle l'a fait il y a seulement quelques années. Donc, puis elle a beaucoup de vidéos, parce qu'elle a fait une vidéo par journée, là. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Puis même, elle a fait des vidéos aussi de planification, un peu comme je suis en train de faire. Donc ça, c'était les deux seuls vlogs complets qui existaient quand je me suis planifié. Mais il y a d'autres vidéos par section qui m'ont beaucoup aidé. Fait que par exemple, ici, là, la chaîne Catherine et Chloé, elles ont fait la vallée de la Matapédia, puis la réserve phonique. Donc ça m'a vraiment aidé. Puis leurs vidéos sont le fun, sont super dynamiques. Fait que ça, j'aime ça. On va pas faire jouer la vidéo, on veut juste voir la playlist. Donc en quelques vidéos, là, ça nous donne vraiment une bonne idée de ce qu'elles ont vécu. Puis sinon, il y a Denis Chassé, qui est assez méconnu, là. Mais lui, ce que j'ai trouvé le fun de ses vidéos, lui, il était définitivement contemplatif, là, dans le sens que c'est des petites journées, il prenait son temps, puis même on le voit dans les vidéos, c'est beaucoup comme des longues vidéos de paysage avec de la musique qui joue, c'est clairement un mélomane. Puis, mais ce que j'ai aimé de ses vidéos, c'est que il s'est blessé quand il est arrivé à la réserve phonique, mais il a pas abandonné, il a juste pris une pause, puis après il a recommencé, mais plus tard, parce que je pense qu'il y avait un enjeu avec la chasse, puis il a recommencé en Haute-Gaspésie, puis après ça, il a terminé. Mais l'affaire, c'est que la Haute-Gaspésie, la côte de Gaspé, puis Forion, il y a vraiment pas beaucoup de vidéos de ça, si tu compares par exemple à la réserve phonique ou au Parc national de Gaspésie. Fait que j'ai apprécié d'avoir une autre trace vidéo de ça. Puis, ben ça a pas pu m'aider quand je me suis planifié, mais il y a l'aventurière des bois qui est pas mal connue, là. Elle l'a fait comme un mois après moi avec son chum. Fait que ben, les vidéos n'existaient pas à ce moment-là, mais présentement, voyez-vous, là, ça, projet SIA 2025, là, sa playlist, elle a fait une vidéo il y a 5 jours, là, OK? Donc, il y a ça aussi qui va exister à ce moment-là. Donc, moi, ça fait le tour. Évidemment, c'est pas nécessaire de tout consommer ce contenu-là, mais moi, j'ai aimé ça le consommer, puis ça m'a beaucoup aidé à me planifier.
là, on a nos documents, on s'est imprégné du SIA en regardant des vidéos. Là, on est rendu à planifier. Puis, ben, selon moi, la logique, quand on planifie une longue rando, en premier, on se demande, c'est quoi mes journées? Hein, combien de kilomètres je vais faire? Je dors où? Combien de kilomètres je vais faire? Je dors où? Ainsi de suite. Hein, ce qui distingue la longue rando de la rando normale, c'est qu'on dort dans le bois. Fait qu'il faut savoir, je dors où? OK? Puis le SIA, c'est très bien organisé, l'hébergement. C'est-à-dire qu'à toutes les 15, 20, 25 kilomètres, il y a un site qu'ils vont appeler d'abri camping. C'est-à-dire l'abri, qui est... En fait, les abris, c'est vraiment bien. Là, c'est pas des simples abris 3 murs. Là, genre, c'est des espèces de petites pyramides. Là, vous les avez souvent vues dans les vidéos. Avec souvent même une porte patio carrément. Fait que c'est relativement même étanche aux moustiques. Puis, il y a des petits lits à l'intérieur. Ben, pas de matelas. Là. Fait que moi, j'ai essentiellement juste dormi là-dedans. En gros, mais c'était ma stratégie parce que je voulais minimiser la gestion de la tente pour accélérer mes journées. Mes départs, surtout le matin. Là. Puis, ben, à côté de ça, tu vas avoir une ou deux plateformes de camping. Des fois, c'est pas un abri, c'est ce qu'on appelle un refuge. Fait que là, c'est un peu plus grand. Il y a un poêle à bois. Puis, il y a plus d'espace. Mais en gros, c'est pas mal ça le portrait pour l'ensemble du SIA, sauf dans le Parc national de la Gaspésie. Donc, ici, dans la page, c'est super bien expliqué tout ce que je viens de vous dire, avec les coûts, puis tout ça. Puis, ben, il y a les parcs nationaux, c'est un petit peu différent. Si vous allez voir des vieux comptes rendus du SIA, vous allez voir des gens qui vont vous parler du passeport. Okay? C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais payer un montant forfaitaire puis tu dormais où tu voulais. Ça n'existe plus depuis 2025. Il faut tout réserver à la pièce. Par contre, si tu es un grand randonneur, tu as certains avantages. Notamment, tu as des rabais. Bon, tu es reconnu comme un grand randonneur. Là, fait que tu as essentiellement une ligne directe avec le SIA si tu as besoin de faire des modifications. Ça a été très anxiogène, cette annonce-là, là, sur les réseaux sociaux quand on se préparait. Moi, ça s'est bien passé, essentiellement. J'ai beaucoup d'expérience. Je sais quel type de journée je veux faire, quel type de distance je veux faire. Donc, mon plan initial de réservation, j'ai eu seulement à le modifier une fois. Mais ça a été difficile. Si vous avez écouté mes vidéos, vous l'avez probablement vu. Parce que j'avais pas de réseau. En gros, là, mon contre-exemple, c'est Benoît, avec qui j'ai marché dans le coin de Nicole Albert. Lui aussi, il fallait qu'il fasse décaler ses réservations. Puis il était sur le sommet du Nicole Albert. Il a appelé. Ça a été décalé sans trop de problèmes. Fait bon. Puis dans les faits, la seule raison pourquoi moi c'était un enjeu, mon décalage, c'est que c'était juste avant que je rentre dans le parc national, qui est l'endroit où tout est plus surveillé, c'est plus complexe, il y a plus de gens. Okay, si j'avais dû décaler mon horaire dans n'importe quelle autre section, j'aurais pu le faire a posteriori, c'est-à-dire je change de plan, puis quand j'ai du réseau, je les contacte, puis ils m'auraient dit OK. C'est parce que dans le fond, il n'y a pas tant de gens que ça sur les SIA, sauf dans le milieu. Bon. Fait que là, maintenant que ça c'est dit, comment je planifie mes journées? Il y a plusieurs façons. Moi, ce que je faisais, puis c'est comme ça que je le fais moi, là, j'ai ici un Google Doc, OK, où je planifie toutes mes longues randos depuis quelques années. Fait qu'en gros, je me disais, bon, ben la première journée, je pars du début. Quelle distance je peux faire? Fait que là, je regardais dans mon guide topo ici. Ben là, si je retourne au début, on dit page 1. Fait que ici, je venais dans ma carte topographique, puis j'allais à Matapédia, puis je disais, bon, ben là, je pars d'ici, puis après ça, il y a un abri après seulement 3 km. Je dormirai sûrement pas là. Fait que là, je continuais à descendre, puis à avancer, puis je me disais, ici, il y a le Lagacé, mais il est après une dizaine de kilomètres. Moi, sachant que je partais le matin de Matapédia, je me disais, 10 km, c'est trop court, on continue. Puis, ben là, ça m'amenait à, bon, après une vingtaine de kilomètres, ça m'amenait à, voyons, non, c'est pas ça pantoute, c'est pas le camping municipal, ça m'amenait ici, au Turcotte. OK? Bref, peu importe, là. Vous voyez l'idée? Fait que là, je me disais, bon, ben, c'est probablement là que je vais dormir. Puis après ça, j'itérais comme ça. Des fois, c'était clair ce que je devais faire. Des fois, c'était ambigu. Fait que quand c'était ambigu, je retournais voir les vidéos pour dire, OK, eux autres, leur journée, ils ont fait ça. Puis ça me permettait d'itérer comme ça. Puis j'allais par section. Ça, je l'ai fait tranquillement sur des semaines, là, tu sais. Fait que c'est un long processus pour le SIA, là, on s'entend, parce que c'est 650 km, mais j'ai fait exactement la même chose que quand je me planifiais des sorties de 5 jours, essentiellement. C'est juste que sur vraiment une plus longue étendue. Moi, j'ai assez d'expérience, fait que je savais quoi faire, mais dans les faits, les SIA, ils peuvent aider les gens à faire ça. On peut prendre rendez-vous avec eux, je vais en parler plus tard. Fait que vous n'avez pas à le faire seul, mais réalistement, c'est un passage obligé. Avant, les gens, comme il y avait le passeport, ils pouvaient faire dans la tête du monde, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, mais dans les faits, c'était plus complexe que ça parce que il a tout le temps fallu que tu réserves dans le Parc national de la Gaspésie, donc
de toute façon, il fallait que tu saches ta date d'entrée dans le parc national. Fait qu'il fallait que tu aies une bonne idée des journées que tu avais fait. Puis au-delà de ça, il fallait que tu planifies, puis on en parle tantôt, des ravitaillements. Fait qu'il faut anyway que tu aies une idée de ça va me prendre combien de jours faire cette section-là, combien de jours faire cette section-là. Fait que je pense que ça, d'espèce de découper tes journées, t'as pas vraiment le choix de le faire à l'avance. Okay? Qu'il y ait un passeport ou non, peu importe. Voilà, fait que moi je me le notais ici parce que j'étais habitué de travailler comme ça, puis vous voyez, je me laissais beaucoup de notes, puis le code de couleur ici, là, c'est juste, dans le fond, le code de couleur vert, jaune, rouge de l'organigramme pour m'aider à me situer. Puis je faisais le total ici. Ça, évidemment, c'est la version finale, OK? Pendant que je travaillais dedans, le Google Doc, ça avait vraiment pas l'air de ça, là. OK? Voilà. Sinon, ben, je pense qu'une option qui est plus populaire, c'est de prendre le document à Michel. Ça, c'est mon vrai document, moi, rempli. Puis de découper tes journées comme ça. C'est quand même plus facile, ça fait les calculs pour toi. Mais il y a moins d'espace pour se laisser des notes. Mais encore une fois, moi, le document, une fois que je me le suis apprivoisé, je me suis pas gêné pour briser un peu des choses à Michel pour travailler à ma façon. Donc ça, tu sais, si vous avez rachetez-vous une colonne de notes, ça va marcher, là. Fait que, voilà. Donc ça, c'est comme ça que j'ai découpé toutes mes journées. Mais là, il faut parler du point le plus épineux, spécifiquement, hein, qui est mentionné ici. C'est comment qu'on gère les hébergements dans le parc national de la Gaspésie. Bon, donc ici, je me suis ouvert la courbe topographique de la section spécifiquement du parc de la Gaspésie, du parc national de la Gaspésie. Ça, c'est un document de la CEPAC, là, je pourrais être clair, juste parce qu'on voit tous les hébergements, parce que c'est vraiment plus technique réserver cette partie-là. OK? De base, il n'y a plus de flexibilité. OK? Ne serait-ce par le fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui font seulement cette section-là. Tu peux pas juste improviser à aller n'importe où, comme essentiellement tu aurais pu faire, par exemple, dans la vallée de la Matapédia, où si tu changes tes plans à la dernière minute, vraisemblablement, tu allais être la seule personne qui allait dormir où tu prévoyais dormir. Puis mettons, tu vas plus loin ou tu vas moins loin, ça se peut que tu sois aussi la seule personne à cet endroit-là. Okay, fait que là, tu peux faire un peu ce que tu veux, puis après, t'écris au SIA, puis ils sont contents. Puis à la fin, ils vont t'ajouter tes nuits si t'en as pris plus ou si t'en as pris moins. Dans le parc national de la Gaspésie, on ne peut pas faire ça. Il y a vraiment beaucoup plus de gens. Donc, c'est plus technique. Fait qu'en gros, il y a 3 types d'hébergements qui sont offerts dans le parc national de la Gaspésie. Il y a des refuges. OK? Il y a des plateformes de camping qu'on va appeler sauvages, qui sont vraiment au milieu de nulle part. Puis c'est 4 plateformes de camping avec une bécosse. C'est tout. D'accord? Ça, c'est extrêmement isolé. Et il y a des campings aménagés ou semi-aménagés, où là, c'est beaucoup plus grand, c'est accessible en voiture. Fait qu'il y a beaucoup plus de gens. D'accord? Donc, il y a 2 stratégies. Tu peux soit appeler au 1-800, là, je ne sais pas trop le numéro, là, il est à quelque part sur le site de la CEPAC. Tu parles à quelqu'un à la centrale, puis tu dis « Allô, j'aimerais faire la longue rando, j'aimerais dormir à telle place, à telle date. » Et c'est réglé. Là, par contre, si tu fais ça, la gang du SIA ne peuvent pas t'aider s'il y a quoi que ce soit. Tu es obligé de gérer avec la CEPAC. Moi, cette option-là me faisait peur. Et c'est pas ça que j'ai fait. L'autre option, c'est que le SIA ont des endroits qui leur sont priorisés dans le parc national, seulement dans les emplacements de camping. Autant les emplacements sauvages que les emplacements semi-aménagés. D'accord? Donc, on ne peut pas réserver de refuge de cette façon-là, mais on peut réserver directement avec le SIA. Moi, c'est l'option que j'ai privilégiée, ça me semblait plus simple. Je pense que j'ai fait erreur. Parce que dans les faits, la CEPAC, ils n'ont pas juste 2 employés, ils ont énormément d'employés. Avant, on entendait des histoires d'horreur qui ne comprenaient pas la réalité des randonneurs, qu'on avait besoin de flexibilité, que ça se pouvait que nos plans changent. Puis moi, j'ai été témoin du téléphone que Benoît a fait. Puis après ça, moi, plus tard, j'ai appelé la CEPAC pour me débrouiller. Puis ils ont tout à fait compris. Puis je sais pas si c'est parce que tous les deux, on a été chanceux ou parce qu'il y a eu de la formation. Puis là, maintenant, ils ont amélioré leur pratique. Dans tous les cas, moi, ça s'est bien passé. Le problème avec l'option de dire je réserve seulement avec le SIA, c'est que tu te coupes les refuges, qui sont vraiment super. Il faut savoir que dans le parc national de la Gaspésie, comme on est en montagne, il pleut beaucoup. Beaucoup plus que la moyenne pour vrai de la péninsule gaspésienne. Fait que c'est le fun d'avoir accès à des refuges. Et c'est surtout que pour la première partie du parc, donc ici, bon, il y a des refuges, mais après ça, hein, ici, le Calmia, ou l'Arnica, ici, le Calmia, ici, les Saules,
non, ça c'est différent, là, mais fait que bref, pour quasiment les 45 premiers kilomètres, les campings auxquels on a accès, c'est seulement les campings sauvages. Et pour vrai, moi j'ai trouvé que c'était pas des installations intéressantes. Il n'y a aucune plus-value à dormir là. Même, tu sais, il y a un endroit, il y avait des moustiques, c'était épouvantable, puis il pleuvait à Sio. Fait que j'ose même pas imaginer quand il fait beau. OK, donc, en me disant, je vais aller juste sur les plateformes, comme ça, je peux réserver seulement avec le SIA, c'était vraiment pas la bonne stratégie. Par contre, quand on arrive dans la section plus au centre, ben en fait, plus vers la fin du parc national, les campings, il y a encore là, des campings aménagés comme ça, là, je pense notamment à la Fougère, des choses comme ça, mais il y a aussi des campings aménagés. Donc, c'est-à-dire Lac Cascapédia, ici Mont-Albert, la rivière, puis là, ça c'est aménagé, plus, là. OK? Puis il y a même le gîte, là, si vous voulez vraiment vous gâter. Puis après ça, à la fin du parc, il y a le mont Jacques-Cartier. Non, ça c'est la montagne, là, mais il y a le camping du mont Jacques-Cartier. OK? Donc ça, c'est des campings, comme j'ai dit, qui sont accessibles en voiture. Il y a des blocs sanitaires, fait qu'on peut prendre une douche. Il y a un mini dépanneur dans l'accueil. Il y a des prises électriques. Donc ça, moi, j'ai adoré dormir là. Donc ça, tu as deux choix. Soit tu le réserves avec le SIA. Eux, ils ont 2 espaces de camping qui leur sont priorisés. D'accord? En fait, une de mes critiques, c'est que les espaces de camping sont gros pour accueillir un char, une tente roulotte puis un abri, tu sais, cuisinette. Mais les SIA, ils ont exactement le même espace puis ils le réservent à juste un groupe à la fois, tandis que ça pourrait être communautaire, à mon avis. Ça nous donnerait beaucoup plus de flexibilité. Peu importe. Mais tu peux aussi réserver avec la CEPAC n'importe quel autre terrain. Là. On s'entend? Là? Fait que moi, ça, ces emplacements-là de camping, je les ai adorés. Donc, moi, je suggérerais ça. Si je devais refaire, là, je ferais pas seulement affaire avec le SIA. Je ferais affaire avec la CEPAC pour avoir des refuges au début. Puis après ça, je me prendrais des campings SIA au lac Cascapédia, à la rivière, puis au Mont-Jacques-Cartier. Fait qu'il faut pas trop paniquer avec le parc national de la Gaspésie, mais c'est sûr que c'est plus complexe. OK? Ça, c'est sûr que c'est plus complexe. Et pour finir l'hébergement, il faut parler de la dernière nuit, en fait, là, qui est dans le parc national Forillon, donc qui est géré par Parc Canada. Donc là, il faut une réservation aussi, comme dans le parc national de la Gaspésie, mais c'est pas la même entité. Donc, ben, il y a un lien ici là, qui nous amène vers un portail de Parc Canada, qui est super bien fait, qui nous montre ici les différents emplacements backcountry, là, derrière pays, qu'on peut réserver pour dormir dans Forillon. Moi, j'avais réservé une nuit à ma date anticipée de fin au printemps. Finalement, il a fallu que je décale. Puis la pénalité pour décaler proche, là, je pense que c'est genre 4 jours avant, c'est le prix d'une nuit de plus. Okay, donc c'est vraiment... C'est pas cher juste une nuit, mais là, quand tu doubles le prix, ça commence à devenir dispendieux pour ce que c'est. Fait que moi, ma suggestion, honnêtement, ça serait que vers la fin de la côte de Gaspé, quand tu sais précisément à quelle journée tu vas finir, tu vas sur ce lien-là, tu le réserves, puis il n'y a pas un chat à ce placement-là. Les seules personnes qui dorment là, c'est des gens du SIA. Donc c'est sûr que ça va être correct. Sûr. D'accord? Et même, mon conseil pour bien finir les SIA, ça serait de spécifiquement viser ici les crêtes 2. D'accord? Parce que c'est vraiment le plus beau camping de base. Puis aussi, il est vraiment proche de la fin. Fait que le lendemain, tu te lèves tôt parce que t'es énervé, tu décolles, ça fait qu'en avant-midi, t'arrives au Cap Gaspé. Donc là, t'as du temps, tu peux célébrer, t'as du plaisir, puis t'es pas pressé, puis t'es pas brûlé à ta finale, dans le fond. Tu sais, t'arrives tôt en journée. Parce que d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, ça, les gens en parlent très peu, mais c'est pas vraiment ta dernière nuit, parce que réalistement, là, t'es à la pointe de Forillon. Là, faut que tu sortes de là. Okay, ça, les gens en parlent pas beaucoup. Depuis la pointe de Forillon, il y a un chemin hyper aménagé, très touristique, qui retourne à un parking. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du pouce, là. OK? Ça a été quand même assez rapide, ultimement, là. On était 2, en fait, à ce moment-là. Là, je marchais avec Andrew, qui est néo-zélandais, fait qu'il me dit « Hey, toi, tu parles français, fait que va voir les gens. » Mais ironiquement, je pense qu'il y a plus de gens qui parlaient anglais parce que c'est très, très, très touristique. Puis finalement, il y a un couple américain qui nous a vu, qui a vu qu'on était des randonneurs, puis on leur a demandé s'ils allaient à Gaspé, puis ils nous ont dit « Bah oui, embarquez. » Fait que ça a pris même pas 15 minutes, puis on avait un lift, puis on s'est retrouvé à Gaspé. Puis là, à Gaspé, on voulait se prendre un hôtel, mais la ville était complètement bookée. On n'a pas été super chanceux avec le timing des vacances. Fait que à la place, on est allé dans un camping qui est, je pense, à 1 km un peu plus haut, là, sur la 132. C'est là qu'on a dormi.
Fait que ça, c'est la fin pour l'hébergement. OK? Donc là, maintenant que c'est fait, l'hébergement, ben, comment je réserve? Comment je communique avec le SIA? Donc, logiquement, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, vous avez l'intention d'être un grand randonneur. OK? Puis ici, il y a la section réservation. Hein, c'est super clair qu'est-ce qu'ils disent. Notamment, ils disent, si tu veux le faire au complet, contactez-nous. Le SIA, c'est une petite équipe de gens qui font ça à temps partiel. C'est des emplois saisonniers. Donc là, en plein hiver, on ne peut pas les contacter. Donc, typiquement, au mois de mars, ils ouvrent des plages de rendez-vous, soit téléphoniques, soit sur Zoom. Mais tu sais, les plages, il y en a peut-être 2 par jour. Là. OK? Fait que là, il y a un portail, là, c'est super clair. Là. Si on vient ici, là, il y a un portail qui est fermé probablement présentement. Là. Mais tu sais, prendre rendez-vous. Puis ben, on est capable de les... Bon, voyez-vous, là, le laisser déplanter. Non, ok, c'est beau. C'était ma connexion Internet. Fait qu'on est capable de prendre rendez-vous par Zoom. Là, ben... Évidemment, présentement, il n'y a pas de disponibilité. Puis même, ce qu'il faisait, c'est qu'il libérait les disponibilités aux 2 semaines au printemps. Je me souviens quand les premières disponibilités ont été libérées, les gens, ces groupes Facebook, étaient comme ah! Tu sais, il y avait comme peur d'être trop tard pour les disponibilités. Il faut vraiment pas s'en faire avec ça. Moi, j'en ai pris un petit peu plus tard, puis j'ai pris rendez-vous, puis là, ils m'ont parlé, on a discuté, puis ben, ils m'ont proposé de vérifier justement ma liste d'hébergement. J'ai dit non, j'aurais peut-être dû le faire en fait, parce que je pense qu'il y aurait eu des bons conseils pour moi. Puis j'étais là, non, je suis correct, mais finalement, j'ai fait quelques petites erreurs que eux, probablement, ils auraient pu voir. Puis après ça, ben, on est rendu à la réservation. Puis il y a 3 options. Ils m'ont dit soit tu reprends rendez-vous, mais vraiment juste si tu as des changements majeurs à faire, ce qui n'était pas mon cas. Sinon, tu peux le faire toi-même dans le Réservotron, qui est ici, hein, réservation à la carte. Fait que tu peux le faire toi-même. Là, présentement, les réservations sont fermées parce que c'est l'hiver, là, mais l'été, il y aurait plein de liens pour réserver. Ou sinon, comme j'étais un grand randonneur, je leur ai envoyé ils m'ont dit envoie-nous un tableau par email à leur adresse, là, info SIA. Puis on va le réserver pour toi, on va te faire un devis, dans le fond. Puis ça, j'ai fait ça, puis c'était vraiment pratique. Ça faisait que toutes mes réservations étaient à la même place. J'étais capable d'aller les voir, ils m'ont toutes facturé d'un coup. Ça fait que c'est le même que j'ai fait. Puis ben là, moi, j'avais fait le choix de tout réserver mon parc national de la Gaspésie avec la CEPAC. Hein, avec le SIA, pas avec la CEPAC. Fait que tout était réglé. Mais sinon, si je voulais réserver avec la CEPAC, j'appellerais au numéro 1-800 qui est à quelque part sur leur site web. Puis j'aurais pu réserver comme ça. Réalistement, j'aurais réservé avec la CEPAC avant de réserver avec le SIA parce que c'est beaucoup plus limitatif. Puis ben là, c'est réglé. Mes réservations sont faites, je sais où je dors. C'est merveilleux. Par contre, la planification n'est pas finie. Donc, maintenant qu'on sait où on dort, le gros est fait. Mais il reste un autre gros morceau qui est qu'est-ce qu'on mange? Hein, c'est irréaliste de se dire je vais partir avec toute la nourriture dont j'ai besoin, donc il faut se ravitailler. Donc, sur le site du SIA, dans l'onglet Services, il y a une page ravitaillement qui est excellente puis qui explique vraiment bien les différentes stratégies et les différents services offerts. Donc, en premier, on peut parler des endroits où c'est le plus simple, c'est-à-dire Avignon, Vallée de la Matapédia, puis en fait, c'est la même chose ici en bas là, pour Haute-Gaspésie et Côte-de-Gaspé. Comme c'est des endroits où on va croiser plus de villages, plus de services, on a l'opportunité de se ravitailler dans des petits dépanneurs, des petites épiceries, dépendamment. Fait que c'est sûr que la qualité de la nourriture va varier entre, mettons, à Amqui, où il y a un métro, puis par exemple à Sainte-Marguerite, où c'est un petit dépanneur, là. Mais on peut gérer ça comme ça. Sinon, on peut aussi s'envoyer des colis depuis la maison qui vont être gardés dans un bureau de poste. Hein? Moi, c'est l'option que j'ai prise pour la fin de la randonnée, où on peut les laisser. Il y a certains campings ou établissements qui offrent aussi de garder les colis avec la nourriture à l'intérieur. Donc, il y a la liste ici, il y a des endroits où il y a les épiceries et tout ça. Moi, en fait, ce que j'ai fait volontairement, c'est que sur mon trajet, j'ai noté tous les endroits où je croisais une épicerie. Et surtout, je croisais des restaurants aussi. Puis je me disais, bon, mais ça, ces repas-là, j'en aurais pas besoin. Donc, voici la quantité de nourriture réelle dont j'ai besoin. Puis je me suis forcé aussi à faire des mini-ravitaillements. Fait que, mettons, pour dire le repas là, plus mon souper ce soir, ou, mettons, mon souper plus mon déjeuner, plus mes collations du lendemain, ben, je sais que ça, c'était de quoi que je devais acheter à l'épicerie. Hein, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé me planifier, fait que je voulais que tout soit clair, mais, tu sais, mettons, par exemple, Stéphane, avec qui je marchais, lui, c'était pas mal plus lousse. Il y avait tant de jours de nourriture, puis là, il voyait au fur et à mesure qu'il avançait qu'est-ce qu'il fallait qu'il complémente. On peut aussi dire on est 100% en bouffe de backpacking autonome, puis on fait juste se ravitailler avec des boîtes. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est pas tant la meilleure option parce que, à un moment donné, t'es tanné de manger de la bouffe de backpacking. Okay, à un moment donné, tu veux manger un sandwich que je t'ai acheté à l'épicerie ou tu veux t'acheter
tu sais, un fromage ou n'importe quoi, là, tu sais, comme de la nourriture fraîche, un concombre. Fait que moi, je me suis volontairement laissé des espaces comme ça où ça allait être facile pour pouvoir manger de la nourriture fraîche. OK. Fait que ça, c'est la stratégie pour les endroits où c'est facile. C'est super bien expliqué. Donc moi, dans les faits, là, la seule fois que je me suis envoyé une boîte au bureau de poste, c'est à la fin, donc c'est-à-dire à la côte de Gaspé. D'accord? Où je me suis envoyé une boîte au bureau de poste, dans le fond, à Grande-Vallée, qui est le dernier bureau de poste que le SIA croise sans avoir à faire un détour. Le but étant qu'après Grande-Vallée, il n'y a plus tant de villages, OK? Donc, je voulais avoir de la nourriture de backpacking, donc que j'avais préparé chez moi, que je savais que c'était des repas qui me faisaient pour terminer l'aventure. Mais sinon, c'était juste en épicerie que je me ravitaillais dans ces zones-là. Ben, je dis épicerie, là, mais on s'entend. La qualité variait beaucoup. Donc, ça nous amène à nos deux autres endroits où c'est beaucoup plus épineux, c'est-à-dire la réserve faunique de Matane, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux peut-être t'acheter un Pepsi au Post John quand tu rentres, mais c'est ça, c'est tout. Donc, le SIA, eux, offre un service de livraison qui fonctionne très, très bien, c'est-à-dire qu'il y a 3 emplacements où ils peuvent nous déposer des boîtes. Et depuis l'an passé, c'est pas un prix par boîte, c'est un prix par et où la boîte la plus loin d'entrée de la réserve phonique où tu veux que le SIA t'amène de la nourriture. Donc, ça veut dire que moi, ultimement, j'aurais pas vraiment eu besoin de 3 boîtes. En 2 boîtes, ça l'aurait fait, mais c'était le même prix. Okay? Tout ce que ça m'a coûté de différence, c'était le coût de la boîte puis du shipping. Donc, j'en ai profité pour alléger au maximum mon sac puis avoir un petit peu plus de luxe dans cette zone-là où il n'y a aucune ressource. OK, ça, c'est un service incroyable. Ça va vraiment, vraiment bien. D'accord? Dans le parc national, c'est un petit peu plus compliqué, mais le parc national, eux, ils ont leur propre service de dépôt de boîte parce que, comme j'ai expliqué tantôt, il y a des gens qui font juste la rando du parc national, la traversée, donc ils ont juste comme interlocuteur la CEPAC, fait qu'ils parlent pas au SIA du tout, fait que la CEPAC, elle a son propre système. Puis en fait, ce qu'ils font, c'est que dans le fond, les gens ils arrivent dans le parc de la CEPAC, dans le parc de la Gaspésie, excusez, en plein milieu, dans le fond, là, au gîte du Mont-Albert. Puis après ça, ils prennent une navette pour se faire amener à l'extrémité où ils veulent partir. Fait que ce que tu peux faire, c'est que tu peux payer. En fait, c'est que si tu utilises la navette, donc ce qui n'est pas le cas quand tu es quelqu'un du SIA, parce que précisément, tu arrives de la réserve phonique, mais en navette, ils te laissent toi-même mettre tes boîtes sur le chemin aux différents refuges. Donc, si tu veux qu'ils fassent ça avec tes boîtes, mais que tu prends pas la navette, présumément, c'est la situation des gens qui font le SIA au complet, ben nécessairement, il faut que tu payes. Honnêtement, je connais pas le prix, je me suis pas informé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, le centre de découverte et de service, là, qui est au camping de la Rivière, lui, t'as pas à payer parce que, dans le fond, c'est à cet endroit-là qui réceptionnent les boîtes. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ta boîte puis ils vont la mettre dans un petit dépôt à l'extérieur qui est accessible en tout temps, laquelle il n'y a même pas besoin d'être ouvert essentiellement pour que tu aies accès à ta nourriture. C'est gratuit. D'accord? Puis ils ont été vraiment fins avec moi parce que je l'ai envoyé. Puis après ça, je les ai appelés pour leur dire que ça s'en venait. Puis ils comprenaient 100%. Tu sais, parce que je leur disais, ben moi, je suis pas un client dans le fond, là. Fait que comment ça va se passer? Parce que moi, j'avais donné aucun sou à ce moment-là à la CEPAC. Puis ils disaient, non, c'est pas de problème. D'accord? Fait que. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que mon enjeu, c'est qu'il y avait des menaces de grève de la CEPAC. Fait que j'étais là, si ma boîte est prise dans un établissement qui est piqueté, j'aurai pas ma bouffe puis je vais être dans le trouble. Puis finalement, de toute façon, la grève n'avait pas eu lieu. Puis, de toute façon, la boîte est à l'extérieur. Fait que même la personne m'a dit non, même si on est en grève, tu vas avoir ta bouffe. Fait que ça m'avait rassuré. Donc voilà. Fait que ça, c'est les différentes stratégies. Là, l'autre truc, c'est dans les bureaux de poste, là, ce qu'il faut savoir, là, c'est expliqué vraiment bien en haut. Là. Le mieux, c'est d'utiliser le service Flexi-Livraison qu'ils appellent. Ça, d'habitude, c'est un service qui est fait pour dire, je veux que les colis, au lieu qu'ils viennent chez moi et qu'ils risquent de se faire voler, je veux qu'ils aillent directement au bureau de poste. Mais tu peux dire un Flexi-Livraison à l'autre bout du Québec, essentiellement, pour dire, tu sais, au lieu d'être chez vous, c'est à Grande-Vallée, mettons, dans mon cas, puis là, tu peux aller le chercher. Ce qui m'avait fait peur, c'est que ça disait que Flexi-Livraison, il garde un maximum 15 jours, je pense, les boîtes. Mais moi, c'était bien plus que ça. Puis de toute façon, comme c'est écrit grand randonneur, il me l'avait gardé. Fait que j'avais été correct. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, là, c'est que moi, les boîtes que j'ai utilisées pour shipper ça en Gaspésie, ce sont les boîtes prépayées Post Canada. D'accord? Qui est un super service. Boîte à tarif fixe. OK, ça, c'est le vrai terme. Boîte à tarif fixe. Puis, moi, j'avais acheté la boîte moyenne. C'est ça que j'avais pris. Dans les faits, le volume était trop gros, mais comme c'est des boîtes qui sont relativement effilées, la petite était vraiment trop petite.
Fait que j'ai acheté des boîtes moyennes. Fait que c'est à 25 puis là-dedans, ça inclut le coût de livraison. Donc, dans les faits, ça me revenait vraiment pas si cher que ça. Parce que j'avais regardé les autres options, puis les différents livreurs privés, là, genre FedEx, U-Haul de ce monde, eux, ils se gardent une prime. Mais en fait, ils chargent une prime d'éloignement en Gaspésie, ce qui n'est pas le cas de Post Canada, parce que ben, c'est un service public. OK? Puis j'avais été, encore une fois, là, j'étais stressé parce qu'il y avait aussi une menace de grève à Post Canada ce printemps. Mais finalement, malgré les moyens de pression, ça avait été hyper rapide d'envoyer mes boîtes en Gaspésie. Pour vrai, je les avais expédiés le jeudi soir, puis le mardi, il était en Gaspésie. Puis là, c'était en période de moyenne de pression. Fait que moi, je suis vraiment hyper satisfait de ce service-là. Puis en plus, même dans le 25$, peu importe le prix que tu payes pour la boîte, il y a le repérage. Là, fait que tu sais quand il est rendu. Puis, pour les étiquettes, dans le fond, quand on vient dans le fichier ici de Michel, mais en fait, j'ai comme sauté une étape. Là. Dans le fichier à Michel, tu peux venir indiquer dans cette colonne-là un X aux endroits où tu t'attends d'avoir un ravito. Puis là, ce que ça fait, ça vient ici dans Planif Ravito. Puis là, tu as toutes tes journées ici. Tu as tous tes endroits où tu as un lieu de ravitaillement. Puis voyez-vous ici, tu as petit déjeuner, dîner, bon, vivre de course, là, c'est les collations, puis souper. Fait que là, tu peux tout remplir ça. Fait que dans le fond, B0, ben c'est la boîte. Dans le fond, c'est la boîte 0, c'est ce qu'il y a dans mon sac à dos. Puis là, à un moment donné, quand je passe à B1, ben c'est ma première boîte, B2, B3. Puis je m'indiquais aussi quand je mangeais au resto. Puis là, une fois que tu fais tout ça, puis je m'étais mis des petites notes ici, là. Une fois que tu as tout fait ça, tu viens dans sommaire ravito ici. Puis là, ça, c'est une page que j'ai beaucoup trafiquée, OK? Mais dans les faits, ça remplit cette zone-là ici automatiquement. Fait que ça me dit, OK, dans B2, ça me prend 2 déjeuners, 2 dîners, une journée de collation, 2 soupers. Fait que là, ça te fait tout le décompte pour toi. Puis là, moi, après ça, j'ai utilisé ces statistiques-là pour décider c'était quoi les repas que j'allais assigner à ça, ce qui est ici, essentiellement. Puis, après ça, une fois que tu as tout acheté ça, ben, tu peux commencer à assembler tes boîtes chez vous. Et pour les envoyer, ben, tu rentres ici. Ben là, voyez-vous, je l'ai mis en noir parce que je ne sais pas que vous voyez mon adresse là, chez moi. Mais tu dis, tu sais, ça t'indique où c'est que tu as des ravitaux. Puis automatiquement, ça te remplit des étiquettes avec ton nom, puis avec comme la bonne formulation, puis avec la date estimée de ton arrivée. Fait que là, moi, j'ai juste fait imprimer ça. J'ai collé ça sur mes boîtes, puis j'ai envoyé ça en Gaspésie. Fait que là, de la façon que je le résume, ça a l'air d'être pas beaucoup de job. Dans les faits, le plus long, hein, ça a été ça ici, là, qui est déterminé c'est quoi tous les repas que j'allais manger, compter mes quantités, aller acheter toute la bouffe, assembler mes sacs Ziploc avec toutes mes affaires dedans, distribuer ça en différentes boîtes, créer mes boîtes. Ma cuisine, c'était un chantier un peu. Il y avait des boîtes puis il y avait des sacs Ziploc partout. Ça a été de la job pour vrai, faire ça. Là. Puis, j'avais pas de la nourriture pour tous les jours. Hein. Il y a quand même beaucoup de journées où je mangeais à l'épicerie, où je mangeais au restaurant. Puis, je l'ai fait rapidement. Fait que je peux imaginer que pour quelqu'un qui le fait en, mettons, 35 jours, puis que tous les repas sont faits de la maison, c'est de la job, honnêtement. Mais avec cet outil-là, c'est quand même relativement facile de s'organiser. Alors, on s'entend, là, ce que j'ai surligné en vert, c'est parce que j'avais fini toutes les pactés, je pense, quelque chose comme ça. Là. C'était un code que je m'étais mis. Puis dans les faits, dans le ravitaillement, faut pas juste réfléchir en termes de nourriture. Hein. Fait que je m'étais mis des médicaments, je m'étais mis de la pâte à dents, des choses comme ça là, qui sont des consommables. Moi, j'ai pas eu à gérer le ravitaillement en isobutane parce que j'en consomme vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis j'avais fait mes calculs avec mes quantités que j'avais mesurées par le passé, puis je savais que j'étais correct. Mais ça, c'est un enjeu parce que dans les faits, t'es pas supposé mettre d'isobutane dans un colis. Hein, dans les faits. Là. Fait que faut l'acheter en chemin. Mais ça, il y a différents endroits où on peut le faire. Là. Mais ça, c'est un souci. Mais je peux pas vraiment vous éclairer là-dessus parce que moi, c'était pas un enjeu. Fait que je pense que c'est ça pour le ravitaillement. Donc là, on sait on dort où, on sait ce qu'on mange. Là, il reste à déterminer qu'est-ce que j'amène. Donc, pour déterminer ce que je dois amener avec moi sur le SIA, ben, il faut que je réfléchisse à c'est quoi les conditions dans lesquelles je vais marcher sur le sentier. D'accord? Moi, j'adore cet article-là de Andrew Skurka, là, qui est un grand randonneur, puis que j'aime beaucoup, beaucoup sa vision, puis sa philosophie, puis ses articles sont très éclairants. Fait que là, l'article commence à dater, là, il date de 2012, mais tu sais, la réflexion là-dedans est vraiment bonne, c'est-à-dire, il explique, lui, comment il détermine puis qu'il évalue les conditions dans les randonnées qu'il va faire.
hein, parce que lui, c'est très, très, très varié. Ultimement, moi, j'étais habitué de randonner au Québec, fait qu'il y a moins de variabilité, mais quand même, la Gaspésie, j'avais jamais randonné là. Donc, ça valait la peine pour moi de m'interroger par rapport à ces points-là. Puis c'est que surtout, d'habitude, je pars, mettons, 5-6 jours. Là, quand tu pars sur quasiment un mois, il y a beaucoup plus de variabilité dont tu dois tenir compte. Hein? Parce que, mettons, c'est déjà arrivé que je parte avec moins de linge chaud, parce qu'on était en pleine canicule, puis les pronostics disaient que la canicule, on était au début de la canicule, puis elle allait durer une semaine, la semaine où j'étais parti. Fait que, présumément, j'allais être correct. Mais ça, quand tu pars un mois, tu peux pas faire ça. Bon. Donc, dans l'article, là, si on descend plus bas, il marque ici les différentes conditions auxquelles il réfléchit. Hein? Donc, les températures, la précipitation, la quantité de précipitation, l'humidité, tu sais, comme moi, je savais que je partais fin juin, début juillet, je me disais, il va probablement faire chaud, mais probablement qu'en Gaspésie, il va faire moins chaud qu'à Québec. Donc, je m'étais quand même prévu pas mal de linge plus chaud au cas où. Précipitation, il pleut énormément dans les Chic-Chocs. Fait que ça, j'étais préparé à ça. Okay, donc, c'est des réflexions qu'il faut avoir, là. La durée des journées est extrêmement longue parce que j'étais juste après le solstice d'été. Mais, non, donc, justement, ça m'aidait dans mon objectif de faire des grosses journées. En gros, là. Là, ça, c'est comme moins pertinent. Végétation, moins pertinent pour nous. Ça aussi. Le soleil, mais quand on marche en forêt, il y a moins de soleil. Fait que, c'est pas très pertinent. Ben, si, disponibilité de l'eau. Hein, on s'entend, au Québec, il y a de l'eau. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment pas un enjeu. Les ours, ben, il y a des ours bruns, noirs, donc moins dangereux, évidemment, au Québec. Mais tu sais, moi, j'en ai jamais vu. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, là, mais bon. Fait que, tu sais, moi, j'avais un Ursac, j'avais une stratégie de gestion de nourriture en fonction du fait qu'elle allait peut-être avoir des ours et en fonction du fait que peut-être que les animaux allaient être habitués d'aller fouiner dans les refuges puis dans les abris. Dans les faits, ça a vraiment, vraiment pas été le cas. Fait que ça, là-dessus, j'étais comme surpréparé. Mais bon. Insectes. Là, c'est le truc sur lequel mon évaluation des conditions était les plus décalées par rapport à la réalité. Moi, je m'attendais à ce que ça soit épouvantable. D'accord? Donc, même, je m'étais acheté de la permétrine, qui est un produit qui est vendu aux États-Unis puis qui permet de rendre insectifuges les textiles. D'accord? Parce que je pensais que ça allait être épouvantable, les insectes. Puis finalement, il a commencé à en avoir beaucoup, mais vers la fin. OK? Donc, clairement, la saison est comme décalée en Gaspésie. Fait que finalement, ça n'a pas été un enjeu. Fait qu'encore une fois, là-dessus, j'étais surpréparé. Bon. Le reste, là, ça va. Bref. Là, évidemment, je ne ferai pas toute la liste avec vous. Là. Vous venez de voir, je te l'ai rapidement. Mais l'idée, c'est que tu passes ces points-là. Puis tu réfléchis, puis tu dis, OK, à quelles conditions moi je dois être préparé pour ma randonnée. Puis après ça, ben, ça vient guider quel matériel t'amène. En gros. Fait que là, après ça, j'ai monté ma liste de matériel. Ça, c'est ma liste de matériel là, sur le site Lighter Pack. Fait que même là, c'est un site que j'utilise beaucoup là, pour faire mes propres listes pour moi. Puis il y a un lien qu'on peut partager. Fait que, même voyez-vous, tu sais, ici, dans planification, là, je m'étais mis une liste justement des résultats de mes réflexions, de mon évaluation de conditions pour me permettre de savoir c'était quoi les enjeux spécifiques. Okay, fait que justement, nuit potentiellement froide, bug pressure, dans le fond, c'est le terme pour dire qu'il y a beaucoup d'insectes. Encore une fois, je me suis trompé, mais ça, c'est ce que j'avais anticipé. Moi, une autre affaire, c'est comme je comptais dormir tout le temps en abri, sauf quelques fois dans le parc national. Puis ben, j'aurais pu me dire, ben là, finalement, je vais en refuge, puis je pars pas de tente. Tu sais? Mais ma tente est vraiment légère, puis ça m'amenait une sécurité que si, mettons, je me rendais pas à un abri ou que j'avais un souci, il fallait que je change de plan, que j'avais une urgence, ben j'avais au moins un abri qui était ma tente, donc j'allais être correct. Mais aussi, un des trucs qui me faisait peur, c'est que j'avais anticipé dormir sur des plateformes, puis avec une tente comme la mienne, qui est pas autoportante, les plateformes, c'est vraiment problématique, fait que ça prend de la cordelette, ça prend des stratégies pour réussir à monter la tente. Même dans les faits, si vous avez vu mes vidéos, à un moment donné, j'ai essayé de monter la tente sur une plateforme, j'ai sauté une étape, il y a un orage qui est arrivé, ma tente s'est effondrée. J'avais été correct, mais ça aurait pu vraiment mal virer. OK. Puis, quoi d'autre que j'anticipais ici? Beaucoup d'autres sources de qualité. Tout va bien. Puis, j'avais amené une batterie de 20 000 mAh parce que je filmais beaucoup, j'utilisais beaucoup mon téléphone. T'sais. Fait que ça, c'était comme mes différents trucs que j'avais identifiés qui étaient importants. Puis, ici, c'était mon débriefing, qui est essentiellement tous des trucs que je vous ai déjà dit. Ça, en fait, c'est important.
En fait, mes souliers, ils ont vraiment pas survécu, même que ça a été un enjeu à la fin. Ils étaient vraiment détruits, mes souliers, puis j'avais plus vraiment de façon de m'en procurer d'autres. Fait que si c'était à refaire, je m'assurerais de partir avec des souliers qui sont 100% neufs, voire même potentiellement mettre une paire de rechange dans ma boîte pour Grande-Vallée pour dire que, rendu là, mes souliers, c'est sûr qu'ils sont finis, je les jette, puis je pogne une autre paire. Mais, ultimement, j'avais été déçu, là. Je trouve qu'ils ont vraiment pas duré longtemps. Fait que je sais pas si c'est cette marque-là, spécifiquement ce modèle-là, qui avait un souci. Puis, j'avais pas pensé de m'amener de la colle avec moi. Fait que j'en ai acheté à la première quincaillerie que j'ai croisée. Puis, c'est ça. C'est ça, en fait, ça s'est vraiment bien passé avec mon matériel. Dans les faits, on croise beaucoup de villages puis de villes. On est capable de se débrouiller. C'est pas une expédition polaire, là, dans le sens que avec un kit minimaliste, ça se fait quand même assez bien. Puis ici, ben, j'avais décliné tout mon matériel. Fait que ça, c'était ma liste. Fait que je savais quoi mettre dans mon sac pour quand je décollais. Fait que là, ça, c'est une liste que j'ai affinée depuis plusieurs années, là, fait que c'est pas le premier jet, là, mais ça m'a permis vraiment de bien structurer mes choses. Donc là, on est quasiment fini parce que je sais où je dors, je sais ce que je mange, je sais ce que j'amène. Donc, la fin est proche là, de ma planification. Donc, essentiellement, il reste à savoir comment je me rends. Donc, moi, ce qui m'avait vraiment surpris au début quand j'avais commencé mes recherches, c'est, je me disais, peut-être que je peux y aller en train, mais, tu sais, j'avais peur que ce soit cher ou que ce soit dispendieux, mais regardez, moi, si je pars de Québec ici, là, si je veux aller à spécifiquement Matapédia, qui est la ville où le SIA part, là, donc si je dis que je veux y aller en août, là, regardez, c'est 65$. C'est vraiment pas cher. Donc moi, ça, c'est l'option que j'ai privilégiée. C'est un train de nuit. Fait que tu pars la veille, tard le soir, puis tu arrives tôt le matin à Matapédia. OK? Fait que moi, ça, c'est une option que j'avais vraiment beaucoup aimée. Mais là, par contre, à la fin, rendu à Gaspé, t'as plus vraiment cette option-là. Donc, simplement, j'avais pris un Orléans Express. D'accord? Fait que dans les faits, l'Orléans Express, c'était quasiment le double du prix. Pour beaucoup moins de confort, puis ben, c'était vraiment long. Mais écoute, ça me prenait une façon de revenir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que leur stratégie, c'est d'y aller en voiture. Un des avantages, c'est sûr que tu n'as pas, après ça, à t'embêter avec la poste pour aller porter tous tes colis de ravitaillement. Je sais qu'il y a des gens qui vont eux-mêmes porter leurs colis de ravitaillement aux endroits nécessaires. Après ça, ils laissent leur voiture, typiquement à Matapédia. Puis après ça, ben, quand ils sont rendus à Gaspé, ils se trouvent une façon, j'imagine, de retourner à leur voiture. Moi, je préférais pas avoir ma voiture en Gaspésie, puis juste pas avoir à penser à ça. Fait que c'est l'option que j'ai prise. Fait que je peux pas vraiment vous parler des autres, mais c'est comme ça que j'ai fait. Et un autre truc qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que j'ai tous mes droits d'accès? Parce que sur la grande majorité du parcours, hein, donc c'est-à-dire Avignon, Vallée de Matapédia, Réserve phonique, Haute-Gaspésie, Côte de Gaspé, on marche gratuitement. Okay, l'hébergement est payant, mais on marche gratuitement. Dans le parc de la Gaspésie, par contre, ça prend un droit d'accès. Okay? Donc, les droits d'accès, c'est... ben, même, ils vous l'écrivent ici, là. Les droits d'accès, c'est environ 10$ par jour. Mais, la CEPAC, ils ont une passe annuelle. Hein? CEPAC. Qui vient en rabais, là, typiquement, là, chaque année, là, ils font un gros rabais qui fait planter le site, là, mais même si tu prends la carte annuelle, tu sais, si tu prends juste pour un parc national, parce que tu penses que c'est le seul parc où tu vas aller, mettons, celui de la Gaspésie, dans les faits, c'est 43$. Ce qui correspond à 4 journées si tu les payes à la pièce. C'est 4 journées, moi, je pense que c'est ça le temps que ça m'a pris de faire le parc national, ou 5 jours. Bref, c'est sûr que tu seras dans ton argent avec ça. Mais ce qui peut être potentiellement encore mieux si tu comptes aller à d'autres parcs nationaux dans l'année, c'est à 80$. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu prends la passe annuelle pour tous les parcs, ça vient avec une nuit de camping gratuite qui vaut essentiellement 40$ dans le parc national. Donc c'est encore moins cher si tu le réfléchis comme ça. D'accord? Fait que moi, c'est ça que j'avais fait. Puis même si j'avais seulement réservé avec le SIA, eux, ils ont pu prendre mon code. J'aurais donné mon code de nuit gratuite. Ils l'ont envoyé à la CEPAC. Puis j'ai pu avoir ma nuit gratuite, même si j'avais réservé avec le SIA. Fait que ça, pour moi, ça me semble être la meilleure option. C'est même moins cher. Puis ben, moi, j'habite proche du parc national de la Jacques-Cartier. Fait que j'y vais souvent. Fait que là, rendu là, j'avais déjà ma passe de toute façon. Mais même si c'est la seule fois que vous allez dans l'année dans un parc national, je pense que ça vaut la peine. L'autre parc national,
dans le parc national Forillon, tes droits d'accès, faut que tu dises à quelle journée tu y vas. D'accord? Fait que c'est un peu du trouble. Fait que je suggère encore une fois des acheter juste avant de rentrer. Dans les faits, moi cette année, j'ai pas eu à m'embêter de ça parce que le gouvernement canadien a mis une loi a fait comme des mesures plutôt là, pas une loi là, mais des mesures pour encourager le tourisme local, si on veut, pour que les gens restent au Canada. Puis entre autres, ils ont éliminé la nécessité d'avoir des droits d'accès dans les parcs fédéraux à l'été 2025. Fait que j'ai même pas eu à m'en soucier, puis j'ai sauvé 20$. Et une fois que j'ai tout fait ça, il me reste une dernière affaire, c'est-à-dire gérer mon téléphone. Moi, quand je randonne, tout est sur mon téléphone. Fait que je me dis, c'est quoi que je veux mettre sur mon téléphone pour être capable de me repérer, puis être capable de me souvenir de comment je m'étais organisé. Donc, évidemment, moi, ce que j'ai fait, entre autres, j'ai pris le guide de Michel, j'ai pris la dernière version, je l'ai mis sur mon téléphone, et je me suis assuré que le lecteur, le logiciel qui lit sur mon téléphone, je me suis assuré qu'il était capable, dans le fond, que les liens pouvaient être cliquables, qu'il était capable de gérer les hyperliens dans le document. Sinon, je perdais un gros avantage plutôt là, du guide topo. Ma planif à moi qui est ici, ça ici, je l'ai téléchargé, juste pour avoir une trace. Même chose ici, j'ai pris différentes feuilles qui étaient les plus importantes, notamment elle, puis elle, en tout cas, puis je les ai mises sur mon téléphone. Et après ça, il reste la notion des cartes. Donc, si on vient ici sur le site du SIA, les cartes ils sont en planification, cartes et coordonnées. Donc, le SIA a des cartes officielles sur Avenza Map, que si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment une super application. Il y a aussi Ondago, qui est similaire, là, en fait. Moi, j'utilise les deux, dépendamment de le gestionnaire du sentier a mis ses cartes sur laquelle des applications, mais sinon, c'est essentiellement la même chose. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que tu es géoréférencé. Fait que ton téléphone, il sait il est où, avec son GPS. Ça marche même si tu n'as aucun réseau. Et même si tu es en mode avion puis tu as tout coupé le reste, tu es quand même géoréférencé. Puis ça te montre ton emplacement puis ton orientation sur la carte. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Fait que j'ai téléchargé sur mon compte Avenza, donc sur mon téléphone, les 3 cartes du SIA. Puis ça, je les ai beaucoup utilisées, mais les cartes, elles sont gigantesques, tu sais, parce que c'est comme 200 km chaque carte. Puis en plus de ça, pour avoir comme une alternative au cas où la carte soit pas claire ou qu'elle soit plus à jour ou peu importe, mais dans les faits, le SIA, il fait partie du Sentier national du Québec, qui ont eux autres aussi leur propre carte géoréférencée. Pour avoir les cartes géoréférencées du Sentier national, c'est sur Avenza Maps qu'il faut aller. Fait qu'on va chercher SNQ pour Sentier national du Québec, Gaspésie. Gaspésie. Puis même à ça, on voit qu'il y en a beaucoup. Fait que la première, là, c'est la 70. OK, voyez-vous, même est à Matapédia, ici. Puis la dernière, c'est la 105, qui est au Cap Gaspé. Fait que ce que j'avais fait, c'est que je les avais toutes passées, je les avais toutes mises dans mon panier. Je les avais téléchargées. Mais en fait, je les avais achetées essentiellement, c'est gratuit. Et après ça, ils étaient disponibles sur mon téléphone. Puis je les avais toutes synchronisées là. Honnêtement, c'est pas les cartes que j'ai le plus utilisées. J'ai surtout utilisé les cartes officielles qui sont ici. Mais c'était pratique d'avoir une alternative. Si des fois, mettons, il y avait un chemin qui était pas clair ou des choses comme ça, je pouvais me valider entre les deux. C'était quand même bien. Puis, avec tous ces documents-là, toutes ces cartes-là sur mon téléphone, en fait, je suis comme parti avec tout le travail que je viens de vous décrire. Fait que tout le travail que j'ai fait en amont pour me préparer, je l'avais avec moi. Fait que je savais qu'en tout temps, même si j'avais pas de réseau, j'allais être capable de m'y fier. En gros. Puis c'est ça. Puis rendu là, j'étais prêt. Fait que le plus dur était fait. Il restait juste à aller marcher dans le bois. Ce qui est la partie plaisante. Et puis, honnêtement, je pense que j'ai plus rien d'intelligent à vous dire. Si vous êtes en train de planifier votre SIA ou vous pensez le faire éventuellement, vous êtes tombé sur ma vidéo, j'espère que j'ai réussi à vous éclairer. J'espère que c'est utile. Si vous avez des questions, honnêtement, là, la communauté qui est ici sur le groupe Facebook, là, c'est vraiment une belle communauté, puis les gens s'entraident beaucoup. Puis, on peut aussi utiliser ce qui a été publié les autres années pour s'inspirer, pour répondre aux questions. Fait que, honnêtement, n'hésitez pas à poster là. Par définition, tout le monde qui joint ce groupe-là durant l'hiver puis le printemps, ils l'ont pas fait.
Parce que sinon, ils seraient déjà là. Fait que c'est normal qu'à chaque année, il y ait un afflux de nouvelles personnes puis qu'on réponde à leurs questions. C'est à ça que ça sert une communauté. Puis sinon, mais ça a des questions plus spécifiques, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser ici dans la vidéo ou dans mes vidéos, mettons, sur une section pertinente. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de vous répondre. Fait que... Voilà. Bonne rando. À la prochaine.